Bonjour à tous, bon appétit. Merci à l'association Matida et Matériotech pour cette invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de venir depuis le canton du Valais. On se déplace à Troyes justement pour vous présenter notre entreprise, notre société auprès de mon arbre. Je donne quelques petites précisions sur les trois orateurs. Marine de Carvenir, donc, qui est architecte et PFL, habite à 5 minutes à pied d'ici, donc à Lausanne. Elle travaille depuis une année dans l'entreprise auprès de mon arbre. Elle est arrivée chez nous parce que c'est une femme qui est passionnée de matériaux biosourcés et de construction durable. Et puis elle voulait connaître la matière, le matériau bois. Donc elle est vraiment venue comme stagiaire, on l'a mise dans l'atelier, à la pause, sur les chantiers aussi. Et puis après quelques mois, on s'est rendu compte qu'elle a aussi un petit plus au niveau de l'architecture, donc on l'a mise dans un bureau. Et puis elle nous apporte ses connaissances aujourd'hui, connaissances en architecture. Donc on a aujourd'hui quelques projets en cours avec elle, des projets valaisans de maisons unifamiliales, on en fait encore chez nous. Et puis donc c'est une de ses fonctions aujourd'hui. Et puis dans son petit bureau, elle est aussi aujourd'hui, avec son année d'expérience de la construction bois, à disposition pour soutenir et aider d'autres architectes à débuter avec un projet en bois massif comme on vous le présente aujourd'hui. Donc c'est aussi une de ses fonctions, c'est apporter son expertise et ses connaissances à tout un chacun. Pour Noé Trebout, il est ingénieur bois, et puis, pour faire simple, hein, et lui, même s'il est responsable de toute la partie technique chez Auprès de mon arbre, donc lui, il va vous parler après de la planification technique, études de détail, planification, mise en œuvre du centre d'usinage, etc., jusqu'au contrôle de qualité du produit. Et pour ma part, Noé, il est aussi vaudois à l'origine, il est valaisan depuis bien des années. Pour ma part, Nicolas Giroud, donc, je suis le seul valaisan des trois, il en fallait bien un, pour donner un peu de comment on dit ça, saveur locale, voilà, avec un petit accent. Donc c'est pour ça qu'on partage aussi cette présentation, les trois. Donc voilà, j'ai commencé avec Auprès de mon arbre, vous donner une petite indication. Enfin, le nom Auprès de mon arbre, c'est atypique, un nom un peu atypique pour une société anonyme, surtout dans le milieu de la construction. Ce nom poétique résume parfaitement notre fonctionnement, notre philosophie, avec ces trois mots-là. Auprès, on a comme synonyme proche, proximité, locale. Le mot nous donne un sentiment d'appartenance ou d'identification à quelque chose. En l'occurrence, la personne qui vit dans un bâtiment construit avec ce concept peut s'identifier au bois qui l'entoure, puisqu'il vous connaît depuis la forêt jusqu'en passant par le bûcheron, le scieur. Il peut vraiment connaître toute la filière jusqu'à sa maison. Et l'arbre, c'est la nature, c'est la vie, c'est le seul matériau. Le bois, c'est le seul matériau qu'on met en œuvre dans nos parois, dans nos éléments. Et puis, dans son tout, auprès de mon arbre, on a aussi ce sentiment de bien-être. On trouve dans la chanson de Brassens, par exemple, ou dans une balade en forêt. Donc pourquoi mettre en valeur l'utilisation du bois massif local dans la construction d'aujourd'hui? C'est le thème, la question qu'on vous pose aujourd'hui. Donc un des grands défis d'aujourd'hui, on a entendu tout à l'heure, c'est la gestion du CO2. Les éléments de parois fabriqués selon le concept auprès de mon arbre demandent peu de transformation de matière. Donc il y a peu d'énergie, c'est très peu d'énergivore, on dira. Pour faire simple, l'arbre est coupé en forêt, il est scié à la scierie, séché, les planches sont séchées, on n'emplit des planches pour faire des parois. Donc c'est un processus extrêmement simple, qui demande très peu de transformation de matière, très peu de transport, parce qu'on travaille localement avec des artisans locaux et du bois de la région valaisanne et vaudoise aussi. Une grande partie de la production est donc produite à l'énergie solaire, sur la scierie ou sur la charpenterie, on a des panneaux qui nous donnent ce coup de pouce. Donc dans notre processus, on minimise l'utilisation d'énergie grise et la production de CO2. De plus, le bois stocke du CO2, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, 1 mètre cube, environ 1 tonne de CO2 stocké. Une maison, de nouveau la maison pour une famille, pour donner un volume, c'est environ 180 mètres cubes de bois œuvré avec le système-là, bois massif. C'est 50 tonnes de CO2 stocké sur la durée de vie du bâtiment, donc 100-150 ans. Quand on veut démonter le bâtiment, on a l'avantage d'avoir que des planches clouées à la chaudière, sans colle, sans produits chimiques. On peut trier facilement les déchets, les réutiliser aussi pour
utiliser en cascade ce matériau qui nous est offert par la nature. L'atmosphère. Pour mettre en perspective, une famille de 4 personnes produit environ 36 tonnes de CO2 par année. Donc le bois local a toute son importance. L'exemple de l'ossature qu'on a imagé là, une ossature bois standard, donc ça fait 30 ans peut-être qu'on construit de cette manière en Suisse. Il y a 20 ans, une vingtaine d'années, le bois pour cette construction était principalement local, on est de la région. Aujourd'hui, quasiment l'intégralité du bois de construction de ce type ou de construction en CLT vient des pays voisins, pour la simple raison qu'on n'a plus d'usine de transformation en Suisse, ni pour des panneaux de contreventement, ni pour des barres d'ossature, ni pour de l'isolation à fil de bois. Donc il y a énormément de matériaux qui sont importés pour une construction en bois jusqu'à aujourd'hui. Et la construction en bois massif du type auprès de mon arbre donc, permet d'utiliser les ressources naturelles qu'on a à disposition dans les forêts valaisannes et vaudoises. Il permet de créer un savoir-faire dans notre région, en Suisse romande. Il permet d'assurer les emplois, de la formation des jeunes et surtout de ramener cette valeur ajoutée de l'arbre jusqu'à la maison. Vraiment tout est ancré localement. Forcément que l'argent qu'on investit pour acheter des matériaux à l'étranger, il revient pas en arrière. Quand on donne aux bûcherons, aux scieurs, aux charpentiers du coin, ça tourne. Donc comme on a vu avant, en Suisse, il ne faut pas utiliser plus de bois qu'il ne pousse. C'est écrit dans la loi forestière de 1835. Là, j'ai un exemple de chiffre en Valais. On exploite moins du 20% de la croissance annuelle. Vous l'avez vu avant, en Suisse, ça peut donner quelque chose comme 45-50%. Donc, il y a encore du potentiel. Il y a 10 millions de mètres cubes de bois qui repoussent chaque année dans les forêts suisses. 400 millions de mètres cubes sont dans les forêts actuellement, environ. Et une maison préfabriquée pour une famille, c'est environ 300 mètres cubes de bois de service, donc 300 mètres cubes qu'on va extraire de la forêt. Et cette quantité-là est produite en 10 minutes par la forêt suisse. Nos anciens construisaient un bois massif local. Ils respectaient et connaissaient les cycles de la nature. Ils ne traversaient pas la Suisse pour acheminer des matériaux de construction. Et ils partageaient leurs compétences. Et puis retrouver cette cohérence est une source d'inspiration pour notre entreprise. La technologie d'aujourd'hui, en 2020, nous permet de respecter la culture du patrimoine bâti. Elle permet de construire en bois massif comme ce racard, sans clous, sans colle, sans produits chimiques, avec des artisans locaux, mais en mettant aux normes d'aujourd'hui, aux normes sismiques, aux normes thermiques, aux normes feu. Voilà, donc après cette courte introduction, ça c'est le programme de la suite, donc je vais vous parler de l'origine du produit, de la société, je vous présente la société auprès de mon arbre, et ensuite Noé présentera la partie fabrication, Marine, les principes constructifs, les propriétés de nos parois, et Noé reprendra la parole pour quelques exemples à la fin. Donc au début des années 2000, le concept de parois en planche chevillée a été inventé par un ingénieur forestier autrichien qui s'appelle Erwin Thomas, la société Holzundert, vous avez peut-être déjà entendu parler, certains d'entre vous. C'est l'image qui est tout à droite, tout à gauche même. Au centre, c'est un Appenzellois, un musée d'Appenzell, Hannes Nagli, qui a en 2004 découvert ce système constructif. Il s'est dit c'est extraordinaire de pouvoir prendre du bois de la région, faire des planches, puis en faire des parois porteuses et isolantes. Mais il s'est dit je veux m'approprier, et il a réétudié ce système constructif. La grande différence entre Holzundert et Appenzeller Holz, ou auprès de mon arbre, c'est la même chose. La grande différence est que les planches qu'on met en œuvre dans nos parois sont simplement sciées et séchées, et puis elles sont du coup pas régulières, et c'est cette irrégularité entre les planches qui crée un vide d'air dans la paroi, et c'est ça qui augmente la valeur d'isolation de notre module. Tandis que Holzundert rabote toutes ces planches, et les sticks fait des rainures, donc il y a plus d'usinage, il y a plus de déchets aussi. Donc ça c'est un peu la révolution. Et puis Toots Tioutz, donc c'est une grande famille qui a été fondée par Hannes Nagli d'Appenzeller Holz et son ami Urs Steinmann qui travaille au Toggenburg, c'est celui qui a inventé
la machine qui nous permet aujourd'hui de produire ces parois. Dans cette grande famille, il y a 10 membres. Sur cette image, il n'y en a que 6, parce qu'en Suisse, on est 6. Il y en a un en Autriche, un en Allemagne, un en Italie et un en France. Là, donc on travaille tous de la même manière, on partage nos connaissances, nos compétences, et puis la particularité d'Auprès de mon arbre, c'est qu'on est les seuls en Suisse romande déjà. Et l'autre particularité, c'est qu'on est les seuls aussi à avoir toute la filière bois sous l'entité. Donc le bûcheron, le scieur et le charpentier. Donc c'est là où j'arrive à la société Auprès de mon arbre. C'est une société qui a été créée en 2021. Notre première construction est sortie de notre atelier en 2022. On a toute la mise en place prévue en amont. Et elle a été créée par l'entreprise Silva Pro SA, qui est une entreprise d'exploitation forestière indépendante, soit une dizaine d'employés et un apprenti. Alter Edelars SA, une scierie aussi dans la vallée de Bagne, une douzaine d'employés ici depuis 5 générations, 12 employés, un apprenti. Et l'entreprise Crossard Bois SA, qui est une entreprise de charpente et de menuiserie, qui nous emploie les trois d'ailleurs. Et on a eu 40 et 45 employés, apprentis. Le cahier des charges de chaque société, de chaque entreprise, Silva Pro SA, donc il va nous fournir en matière première. Et pour ça, il a tout non, elles sont neuves. à Lausanne. C'est bizarre, j'ai pris des piles de recharge. Non, c'est façon, on a mis des neuves comme. Nous avons donc ce mandat de discuter, collaborer avec les forestiers pour pouvoir acheminer, trouver la matière première en quantité, en qualité, quand on en a besoin. Alter Edelars SA reçoit ses grumes, les grumes les scie en planche et les sèche. Puis nous livre les planches séchées dans les locaux Fossard, où on a la machine de production pour ces parois Auprès de mon arbre. Et puis nous, on s'occupe, l'entreprise Fossard, de toute la partie administrative et de la partie conception, technique, et jusqu'à la production des parois. La société Auprès de mon arbre s'arrête à la sortie de la halle de production. On ne va pas construire, Auprès de mon arbre ne va pas construire une maison. C'est un charpentier qui va construire avec le concept Auprès de mon arbre. Mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc Auprès de mon arbre est une entreprise qui réunit un large panel de compétences et qui met ses compétences à disposition des clients et des architectes pour construire un bois massif local et durable. Je passe la parole à Noé pour la partie technique et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour. Alors, pour la fabrication, donc, je vais vous expliquer l'ensemble du cycle du bois, donc de la forêt, en passant par la charpente jusqu'au chantier. Donc, en premier lieu, même si on parle de la forêt pour le cycle produit, on a la planification en amont. Auprès de mon arbre, on essaie vraiment de rentrer dès le début dans un projet, c'est-à-dire faire l'exécution, on essaye, si possible, de vraiment commencer le pré-projet. Avec donc là, il est en mute, il faut juste à chaque fois ici. Gros projet, parce qu'on n'a pas le temps de traiter le temps de donner. Donc ça, c'est un exemple typique de participation à un pré-projet sur un maison individuelle. On essaie simplement de expliquer à l'architecte le principe du conservateur. Mais c'est là qui elles sont neuves. C'est celle que j'ai donnée à Lara. Donc ensuite de ça, Ah, je suis c'est le gros projet, on passe au pliage en forêt. Donc là, c'est typiquement Silva Pro qui intervient, qui, en fonction de nos besoins à venir pour l'année suivante, va aller en forêt couper du bois. Donc c'est des coupes en période CFDA, c'est-à-dire automne-hiver, et c'est un travail conséquent. Déjà simplement parce qu'en hiver, c'est pour les bûcherons plus rude, c'est-à-dire un travail en forêt, en hiver, avec des accès de route compliqués à cause de la neige, le froid. L'extraction se fait autant par camion, par tracteur débardage, ligne de débardage ou hélicoptère, ça dépend de l'accès, du niveau. Il y a aussi dans le cas où on n'a pas, si Vapro n'arrive pas à trouver suffisamment de monde à troupe, on va aussi travailler avec des entreprises publiques externes qui
qui peut nous permettre d'avoir un supplément de bois. Je vais faire comme ça, après ils ont encore Le but d'exploitation en forêt, c'est de créer des exercices et des mandats, c'est des cahiers de charges très précis concernant l'exploitation, ça a été arrivé avant. Donc le but en fait de l'exploitation en forêt, c'est de créer des exercices pour favoriser la relève. Donc, on va vraiment créer de la lumière pour favoriser le sous-bois. La qualité du bois elle est liée à son lieu de croissance, donc ça va être la qualité du sol, le terrain, le type de terrain, c'est le plat ou pointu, il va y avoir l'ensoleillement, le vent, c'est des facteurs qui modifient clairement les caractéristiques du bois. Et on est assez sensible à ça pour le bois de construction. Et la longueur des grumes, elle dépend en fait de l'accès, parce qu'en fait les camions de bardage après doivent sortir ces grumes de la forêt et les amener au scieur. Et ça, les routes impactent la longueur des grumes, donc pour nous aussi, quand on travaille avec du bois massif, on ne peut pas faire des poutres infinies, on ne colle pas du bois au kilomètre. Donc on est vraiment dépendant de la provenance du bois pour la longueur des grumes. Triage du bois en forêt. Donc là, on a une photo de la scierie des Laz où on a cette grue, il est en train de préparer le bois pour le rentrer dans la halle de scierie. Là, il est en train de trier les grumes, il a une liste de débitage en fonction des projets. Et en fait, le machiniste va, en fonction de sa liste de bois, trier les grumes, choisir les grumes pour les sections, pour les longueurs nécessaires pour son bois. Et c'est vraiment un travail manuel, c'est pas une machine qui choisit le bois, c'est une personne qui choisit les grumes en fonction de son besoin de sillage. C'est pour la planche, comme on fait pour les parois, c'est encore assez simple. Par contre, pour les dalles, on travaille avec des plus grandes sections. On a besoin de grumes spécifiques et du coup, on met vraiment de l'autre côté pour les dalles. Pour le sillage, on a un gros avantage de travailler avec la planche, spécialement de la planche de largeur variable, c'est-à-dire toute largeur de planche, c'est ça nous permet d'avoir un rendement élevé sur les grumes. À savoir que sur du sillage bois massif, on est à peu près à 50% d'utilisation de la grume. Et nous, dans notre cas, on est plutôt à 70%, ce qui c'est pas minime comme changement de rendement. Une fois qu'on a scié le bois, les planches sont empilées, embâtonnées, on fait des plots de bois. Pour un premier séchage à l'air libre, là, le bois va passer de 65% d'humidité à 25%, ce qui est du coup un séchage qui ne coûte pas grand-chose à part le travail manuel d'empiler les plots. Donc ça, le temps de séchage à l'air libre dépend de la météo, bien sûr. Ensuite de ça, on a besoin, nous, de bois vraiment sec pour la mise en œuvre. Donc en fait, ces plots de planches passent dans un séchoir. Le séchoir, en fait, est alimenté par les plaquettes produites. En fait. Donc c'est vraiment les chutes du sillage qui sont transformées en plaquettes de bois qui chauffent les fours. Et le mécanisme, tout le mécanisme, parce qu'on a le système de ventilation, de circuits d'eau, sont alimentés par les panneaux solaires photovoltaïques. Et là, on va descendre jusqu'à 8%. C'est vraiment bas en termes d'humidité du bois, mais l'avantage, c'est qu'on travaille avec de la planche. Donc c'est des sections très fines, et ça nous permet de rentrer rapidement dans le bois pour le séchage. Parce qu'on travaille avec les plus grosses sections, c'est très compliqué d'atteindre le cœur de la pièce. Là, on arrive chez Frossard-Bois, donc dans la halle de production des éléments. Cette halle, elle fait environ, la ligne de production fait environ 57 mètres de long. C'est une ligne de production qui est séparée en trois zones distinctes dans la production des éléments. On attaque par une première zone qui est en fait l'empilement des planches. Donc les planches sont empilées sur cette ligne de production dans le but de créer des éléments finis. On a un laser, un projecteur laser au plafond qui nous projette le sens des planches, les ouvertures, le gabarit des éléments bien sûr, pour chaque couche. Ce laser nous permet vraiment d'optimiser les planches, l'utilisation des planches. Alors là, en fait, on commence toujours pour l'empilement des planches, on commence toujours par si on prend un élément, on a une face visible et tout le reste est du bois non visible, ce qui nous permet aussi de valoriser le bois au maximum. Donc on commence toujours sur la ligne de production par empiler la belle couche de planche, face visible contre table, ce qui nous permet de serrer cette face visible avec des presses mécaniques, donc que la personne qui assemble actionne mécaniquement avec les sortes de pisseuses.
Donc on met les 2 premières couches, on serre. Ensuite de ça, on met ce papier, qui est un papier d'étanchéité à lait, à base de cellulose et de laine, qui nous permet de créer une sorte d'uniformiser l'humidité et l'air dans les 2 éléments. Ensuite de ça, on continue d'empiler les planches dans 3 directions, ce qui nous permet d'obtenir une certaine rigidité de l'élément. Donc là, on a un exemple d'un sandwich d'une paroi, où là, on a ces 6 couches de planches. On voit bien les différentes couches, donc, que je vais faire avec l'ombre. Et oui, sur celui-ci, on a 7. Non, l'élément standard, c'est 6 couches. Donc là-dessous, on voit cette planche au niveau de l'ombre de ma feuille, c'est la couche de planche visible finie. On voit qu'elle est rénécrétée et on a ces petites lignes pour détendre la planche, pour enlever les tensions. Ensuite, on a une planche perpendiculaire à cette première couche, le papier ici, qu'on voit déborder, et ensuite de ça, en dessus de ces 3 premières couches qui ne changent jamais, on empile des planches dans les 3 directions jusqu'à atteindre l'épaisseur voulue de l'élément. Donc on va faire 12, 15, 18, 21, 24, en fonction des zones du projet. Donc ces couches sont empilées ensemble. L'élément en soi est très souple encore à ce moment-là. On le fixe simplement avec des clous en bois. Ensuite de ça, cet élément, ce sandwich de planche, est déplacé manuellement jusqu'au portique de chevillage. C'est un portique qui est actionné avec une petite commande numérique, mais en soi, c'est une simple presse, un portique qui presse, avec 2 perceuses et une presse à cheville. On a un stock de chevilles qu'on alimente aussi manuellement. Ces chevilles, la longueur des chevilles dépend de l'élément, donc de l'épaisseur de l'élément, mais aussi si on veut des chevilles visibles ou non visibles. Parce que les chevilles, on a vraiment ces épaisseurs d'éléments qui varient. Donc, dans la zone de pressage des chevilles, on a aussi une fosse, là en bas. Cette fosse, en fait, nous permet de produire des dalles, parce qu'on a besoin de hauteur pour produire des dalles. Et cette fosse fait 15 mètres de long, et on peut travailler avec 2 unités différentes. Ça nous permet de produire des dalles, 2 lots de dalles en même temps, donc d'accélérer un peu. Et cette fosse fait 1,25 m de profond, donc on peut produire des éléments jusqu'à 1,25 m de large. On empile les planches par 20 cm, et on met des chevilles de 40 cm en cheville en quinconce. C'est cet élément-là. Ça, c'est un exemple de dalle. Et donc ces chevilles, on descend 40 cm pour vraiment lier toutes les planches ensemble. Une fois que l'élément est chevillé, concernant le chevillage, j'ai oublié un point. On cheville sur tout le tour de l'élément à 14 cm, ce qui nous permet de faire un ceinturage des planches, de vraiment lier toutes les planches. La même chose autour des ouvertures. Par contre, dans les éléments en plein, on va travailler avec une cheville sur 2, c'est-à-dire tous les 28 cm. Ça change peu la donne si les chevilles sont non visibles, en termes visuels. Par contre, dans le cas où on est avec des chevilles visibles, ça change l'aspect. Ça, c'est quelque chose qui est aussi réglé manuellement. Ensuite de ça, 3e partie de la ligne de production, on arrive au portique de commande numérique, qui est en fait justement un portique CNC 5 axes, qui nous permet de vraiment façonner l'élément. Parce que jusqu'à ce portique-là, l'élément est brut, vraiment brut. Donc il n'est pas détouré, on a des planches qui débordent, etc. Ce portique, en fait, il nous permet de justement faire le formatage de l'élément. Donc il va couper tout le tour de l'élément précisément. On va le surpasser aussi, c'est-à-dire en fait, on va passer une grosse fraise rotative à plat, ce qui nous permet d'avoir une planéité d'éléments. On va faire aussi le façonnage des gaines techniques, donc c'est pour l'électricité, sanitaire, etc. Et on va faire, sur la face visible, on va faire un brossage qui nous permet de vraiment avoir un rendu homogène de l'élément. Une fois qu'on a produit cet élément avec le CNC, on lève l'élément avec un palan et on le pose sur les chevalets pour faire la finition. Cette finition, ça va être autant des petites retouches, comme du bois massif, de faire des petites retouches ou de faire un contrôle qualité, que de poser des tubes. En atelier, des tubes électriques, on les pose régulièrement pour les projets. Et ensuite de ça, une fois que ces éléments sont terminés au niveau du contrôle et des finitions, on les pose sur des plateaux de transport, comme celui-ci, c'est un exemple sur chantier. Mais dans la halle, on rentre des plateaux de transport et on positionne tous les éléments et les dalles sur ces plateaux de transport dans le but de les amener sur le chantier. À savoir que tous ces éléments
sont positionnés dans un ordre très précis en fonction du flux sur chantier. Ensuite de ça, donc, le mandat auprès de mandable, comme expliqué précédemment, s'arrête vraiment à la sortie de ces plateaux de la halle. Ensuite de ça, la pose sur site va être réalisée par un charpentier. Donc ça peut être n'importe quel charpentier qui est suffisamment équipé pour faire du levage et la pose d'éléments préfabriqués. Et à savoir que ce type d'éléments requiert pas mal de patience, on va dire, de soin à la pose, parce qu'on travaille avec des éléments qui sont finis sur au moins une face. Donc on a vraiment des éléments, on ne peut pas venir et taper à la masse contre, on doit vraiment prendre le temps pour produire correctement ces éléments. Et un autre point aussi, c'est que ces éléments finis, justement par rapport à la planification, c'est vraiment important de décider où sont toutes les prises face à la technique, parce qu'on ne peut pas retoucher sur place. On va dire difficilement. C'est aussi un des points, maintenant on essaie d'avancer, c'est de dire, de prévoir de moins en moins de techniques non modifiables, de passer en appareil. Là, ça c'est de la pose de dalle, un exemple, pose de dalle en toiture, où là, ça requiert, par contre, spécialement maintenant, on est de plus en plus sur de la sécurité pour les ouvriers, un peu de protection individuelle, donc travailler des lignes de vie, les filets, etc. Et en soi, et les dalles, on essaie de travailler avec des éléments les plus grands possibles. Pour des questions toutes bêtes, c'est qu'on gagne en précision et on gagne aussi en rapidité de pose. Les principes, je vais passer la parole à Marine. Merci de faire les slides et le micro en même temps et les notes. Donc maintenant je vais vous présenter les principes qu'on partage avec les clients et les professionnels de la construction. Donc en travaillant avec le bois massif, on travaille avec un élément qui est préfabriqué et donc on accepte certaines contraintes, sachant qu'on peut découvrir le potentiel pour le projet. La première contrainte, c'est le dimensionnement. Donc le dimensionnement de la paroi, elle dépend beaucoup du site dans lequel on va faire cette construction. Dépend aussi de des contraintes, en fait, la mise en œuvre, donc le transport, par aussi l'ajustement sur place. Donc, comme Noé l'a mentionné, ces éléments ils sont massifs, donc c'est besoin de pas mal d'ajustements quand on est sur le chantier, plus une construction ossature par exemple. Ensuite, au niveau du gabarit de transport, on est aussi limité par le gabarit du camion. Et puis après, par aussi le tonnage, le moyen de levage qui est accepté sur le terrain. Ça n'empêche qu'après, dépendamment du projet, on peut quand même avoir pas mal de flexibilité vis-à-vis du dessin de plan. On aime bien travailler du coup avec des plans qui sont plutôt simples, donc un plan plutôt simple, je peux passer. Ouais. Sans point rentrant, donc ça c'est juste pour éviter aussi les surcoûts. Et puis avoir aussi des détails de raccordement entre les parois, d'étanchéité aussi qui vont rester plutôt simples. Le voile de contre-rampement continu, donc ça, on a un peu mentionné, c'est qu'on aime bien préconiser l'emploi du coup d'une trame aussi régulière et puis de positionner les parois pleines les unes au-dessus des autres au niveau du plan et d'avoir les ouvertures aussi là où il faut et puis de promouvoir aussi cette rationalité dans le plan en se disant qu'après sur la façade ou l'ornement qu'on rajouter à la façade peut être un endroit de liberté. Les différentes essences de bois, donc, comme Nicolas a dit, on a pas mal d'essences de bois différentes dans nos régions. Et puis on a ramené quelques échantillons aussi des essences qu'on peut mettre en œuvre sur la face finie intérieure de ces parois. Donc il y a pas mal de bois dans nos régions qui ne sont pas valorisés aujourd'hui, comme par exemple le pin sylvestre. Ça c'est aussi des essences qu'on aime bien mettre en avant et puis dire qu'elles existent. On peut aussi les exploiter parce qu'elles sont dans les forêts. Et puis la beauté de ce système, c'est aussi l'utilisation de cet élément de bois massif en double paroi. Donc ici on voit la simplicité de la coupe. Donc on a cette paroi
intérieur qui va servir de structure et d'isolation et de surface finie à l'intérieur. Et puis après, en rajoutant la deuxième couche de bois massif, on va avoir une paroi qui est isolante et qui est aussi la surface finie extérieure. Donc on a vraiment cet élément qui fait quasiment en une seule matière. Donc on peut aussi parler d'une utilisation en casquette du bois. Donc si on veut parler de démontage du bâtiment après 100 ans ou plus, j'espère, on peut vraiment après réutiliser les couches pour faire du mobilier utilisé dans le bois d'industrie, pour du carton, voilà, du papier, et puis si on peut imaginer ensuite, c'est vraiment les brûlés. Les chevilles, alors là je suis désolée, mais l'image n'est pas très haute qualité, mais l'assemblage on peut le montrer, donc au niveau des parois à l'intérieur, on peut faire ressortir aussi les chevilles, donc elles peuvent être visibles, et puis comme Noé l'a mentionné, tout le calpinage aussi des chevilles au niveau de la paroi par les techniciens qui après vont programmer du coup l'endroit où les chevilles sont versées dans les parois. Donc voilà, ça c'est plus un choix esthétique aussi. Et puis au niveau des dalles, donc, on travaille avec une matière qui est naturelle, donc on va aussi travailler avec des portées et des dimensions qui sont disponibles au niveau de la nature. Donc on a un maximum de 6 mètres, et ça c'est vraiment le grand maximum parce qu'après on arrive sur des dimensions du bois qui sont assez difficiles à trouver. Donc voilà, c'est un peu le même principe aussi que les parois, c'est qu'on va avoir aussi des contraintes au niveau du tonnage, donc surtout que ces éléments sont vraiment plus lourds. Et voilà, on essaie aussi de faire un dessin d'éléments qui sont pas trop grands ni trop petits parce qu'il y a beaucoup d'ajustements, donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'éléments. Et puis, comme il a dit, en atelier, on fabrique des dalles qui font 1,25 m de large et après elles sont assemblées à 2,50 m pour faciliter la mise en œuvre sur le chantier. Au niveau des finitions de ces dalles, donc l'image précédente, on voit en fait des rainures dans la dalle et puis on voit aussi sur l'élément qui est ici qu'on a ramené. Mais on peut aussi travailler donc, avec une dalle brute. Et puis voilà, ça c'est aussi un des choix qu'on peut faire au niveau des finitions de ces éléments. Alors maintenant je vais vous exposer les propriétés plus techniques de cette construction en bois massif. Donc on peut parler des propriétés hygroscopiques du bois. Donc, avec cette construction en bois massif, on peut assurer une humidité constante d'environ 45% dans les bâtiments. Donc, si je ne me trompe pas, la norme c'est entre 30 et 50%. Voilà, on peut passer. Protection incendie, donc les éléments standards composent de 18 cm. On est à RE innovante, c'est du bois, ça brûle très mal et lentement. Donc on va assurer quand même la stabilité de la structure sur une période qui on va dire de sortir du bâtiment. Et puis on a peu d'assemblage métallique dans cette paroi, donc ils vont aussi il va y avoir moins susceptible de fondre ces éléments et donc créer un effondrement prématuré du bâtiment. Et puis on est sur une matière très naturelle, donc il n'y a pas d'émanation de gaz à part évidemment CO2. Et puis au niveau de la résistance mécanique, donc, on va avoir une très bonne stabilité sismique et puis les prises au vent. Donc aujourd'hui, nos partenaires en Suisse alémanique ont déjà construit des bâtiments jusqu'à 5 niveaux. Maintenant, si on veut parler d'isolation thermique, donc, là c'est 43 cm, donc c'est deux éléments qui sont posés à la suite, donc 22 cm d'abord, 21 cm d'abord, et puis ensuite les 22. Et puis donc on a une valeur U de 0,19, une valeur U statique et une valeur U dynamique donc, qui prend en compte l'inertie de 0,15. Et puis il y a des tests qui ont été effectués par le TH de Zurich sur le déphasage thermique. Donc ils ont comparé en fait une construction en ossature et une construction en double couche bois massif. Et puis pour atteindre 0 degré à l'intérieur avec moins 10 degrés à l'extérieur, avec une ossature bois de valeur U statique 0,16, on a 41 heures pour que la température baisse. Et avec donc une construction en bois massif de 36 cm, donc on a une valeur U statique de 0,22. Et puis ça prend 227 heures. Donc on a vraiment aussi cette
lente perte de chaleur grâce à en fait, les propriétés aussi d'isolation du bois et d'épaisseur de ces parois. Donc, là, je vais vous présenter 3 variantes de composition des parois. Donc, on a la double couche bois massif qui est vraiment la composition la plus pure, celle qu'on essaie de mettre en avant. Donc, en fait, je vais vous montrer après aussi les dimensionnements de chaque paroi. Ensuite, la deuxième variante qui est la variante plutôt économique, donc avec la simple couche et une isolation périphérique en fibre de bois. Et la troisième variante, donc, qui est la variante qui, de par son isolation périphérique rapportée, permet d'aller chercher des subventions ou des labels. Voilà. Donc, donc la double couche bois massif, donc, donc il y a la surface intérieure donc, qui est finie, donc là on peut, comme je vous ai dit plus tôt, rajouter différentes petites essences de bois, et on peut aussi la crépir en rajoutant un pharmacène à l'intérieur. Ensuite, donc, on a cette couche de 21 cm de bois massif, donc, qui a de structure porteuse mais aussi d'isolant. Et finalement, cette dernière couche donc, isolante de 22 cm, sur laquelle on peut mettre donc, différentes essences de bois. Donc, nous, on préconise plutôt l'utilisation de l'épicéa ou du mélèze, et surtout le mélèze parce qu'il a des propriétés qui sont vraiment bonnes par rapport à la résistance à l'eau. Et puis on peut aussi crépir les façades, dépendamment aussi des contraintes données dans certaines communes aussi d'intégration dans certains contextes. Et puis, donc avec cette paroi de 43 cm, comme je l'ai mentionné plus tôt, on a une valeur statique de 0,19 et une valeur dynamique de 0,15. Et un prix de fourniture et pose de ce détail qui est montré ici à 840 francs le mètre carré. Voilà, donc là c'est la variante économique. Donc on a une simple couche de bois massif avec une isolation périphérique en fibre de bois. Voilà, avec le vapeur, et puis finalement le revêtement extérieur avec le lavage vertical. Et puis là, on est sur une épaisseur de 395 mm, et puis une valeur U statique de 0,17, une valeur U dynamique de 0,15, et puis un prix fourniture et pose à 530 francs le mètre carré. Donc là, on peut imaginer aussi que c'est plutôt un détail qui est utilisé dans les bâtiments, peut-être à usage locatif, mais voilà. Et puis la troisième variante, donc c'est la variante la plus épaisse, donc qui fait 515 mm. Et puis là, donc on a une simple couche de bois massif, donc de 18 cm. Ensuite, une ossature remplie d'isolation cellulose, donc ça fait du type isofloc, avec en plus l'épaisseur de fibre de bois de 8 cm, et puis finalement ce revêtement de façade ventilé, aussi en bois, mais ça peut aussi être autre chose. Et puis là, on a une valeur U statique de 0,12, donc c'est vraiment aussi cette valeur-là qui sont demandées par certains labels, et une valeur U dynamique de 0,10, mais un prix qui est du coup à 990 francs le mètre carré. Donc c'est aussi la variante la plus chère, la plus épaisse, et puis voilà. Mais comme ça, on présente trois variantes différentes. Après, dépendamment du projet, il y a pas mal de choses qu'on peut adapter. Et puis ça, c'est pour montrer un peu le carnet de détails. Donc on est sur une construction qui est quand même assez standard, proche de ce qu'on peut faire en architecture aujourd'hui. Donc au niveau des fenêtres, on peut les poser à l'extérieur, comme à l'intérieur, ou au milieu. Et puis on n'en a pas tellement parlé des dalles et de leur mise en œuvre, mais voilà, on pourra répondre à vos questions aussi si jamais par rapport à ça. Donc voilà, et puis maintenant je vais passer la parole à Noé qui va vous parler des exemples que nous on a fait, et puis aussi que nos acolytes en Suisse alémanique ont réalisé. Voilà, on va parler rapidement de 3 exemples qu'on a mis en œuvre ces dernières années. Donc une maison individuelle à Turban, mais qui est en bois massif complet, un centre apicole qui est à 200 mètres de notre halle de production,
et un pavillon, ça s'appelle Pavillon des Sports, en fait, c'est un bar, un restaurant, etc. On a pris les exemples. Oui. Sport pavillon. Individuel, on a décidé de vous présenter cette maison individuelle, c'était un peu le premier projet bois massif complet qu'on a réalisé. Donc c'était en Haut-Valais. La spécificité de ce projet, c'est d'une part, c'est que l'ensemble du bois mis en œuvre était du bois massif réalisé par notre entreprise, donc parois de séparation plus les parois extérieures, les dalles, la toiture, les dalles de toiture et les dalles d'avant-toit. Et on est à 96, un peu plus de 96% de bois suisse. Et dans ces 96% de bois suisse, on a 97% de bois valaisan. C'est assez extrémiste en termes de quantité de bois, de la provenance, c'est vraiment élevé. Donc là, on avait du sapin blanc, de l'épicéa du mélèze. Juste une vue en plan rapide. Ça, c'est typiquement au niveau du concept, c'est ce qui convient vraiment bien à notre système bois massif, c'est les longueurs portées, les descentes de charge, etc. Pour cette maison, donc, donc celle-ci, là on a 2-3 photos. Il y avait aussi une spécificité, c'était de nouveau on valait les routes sinueuses, etc. On avait un tonnage limité, des routes vraiment compliquées, donc il y a des chargements qui sont vraiment spécifiques au gabarit de route, ça peut être tout bête, mais des fois on a les falaises qui reviennent, on doit gérer aussi la hauteur par rapport aux falaises, donc il y a du repérage en amont. On avait des flux de matériaux parce qu'on avait très peu de zones de stockage sur chantier et 2h30 de route. Et nous, quand on est avec des éléments comme ça qui sont très sensibles à l'eau, sur la pause, on doit vraiment bien gérer par rapport à la météo. Donc on avait ce flux de matériaux qui était assez important. Par rapport au bois mis en œuvre, donc on avait ces 169 m3 de bois mis en œuvre, dont 163 de suisse. On a 280 m2 de dalles, d'étages et de toiture, 154 m2 de barreaux intérieurs de 12 et 15 cm en bois massif et 172 m2 de parois extérieures, double couche. Le client habite maintenant depuis un peu plus d'une année, il est ravi de l'utilisation. Lui avait décidé de partir sur ce projet parce qu'il est fabricant de fourneaux et il avait fabriqué un fourneau pour une maison de ce type-là. Il avait été impressionné par la capacité de stockage de la maison. Et lui, son rêve, c'était de chauffer sa maison uniquement avec un fourneau bien situé au milieu du bâtiment. Et le fonctionnement a l'air de vraiment fonctionner. Ça fonctionne vraiment comme il avait prévu. Le prochain projet, 2-3 photos encore intérieur extérieur. Là, on montre un peu de la technique. Donc ça, c'était de la technique des tubes électriques. Comment c'était les parois de séparation étaient aussi en bois massif. On a vraiment beaucoup de techniques à incorporer en atelier. Donc ça demande un peu de préparation en amont. Et là, c'est des détails. C'est aussi pour montrer par rapport au réseau sanitaire un peu comment on a intégré les choses. On essaye pour tout ce qui est sanitaire de passer en visible ou caché avec des meubles, mais de surtout pas les incorporer dans les parois. Des photos extérieures. Ça c'est donc l'image verticale mélèze. Donc ouais, ça c'est vraiment le style haut-valaisan. Le deuxième projet, donc ça c'est un centre de compétences apicole à Sambranché. C'est en Suisse le premier projet de ce type, c'est-à-dire qu'en fait c'est un projet de développement régional qui a été soutenu par l'Office fédéral de l'agriculture, par le canton et aussi par les communes du Grand Entremont. Donc c'est un projet qui a pour but de rassembler les apiculteurs dans un lieu pour développer des compétences communes, faire un lieu de formation, aussi de transformation, parce que les locaux pour le miel c'est assez compliqué, et aussi d'avoir un petit local de vente. C'est une production auprès de mon arbre, mais c'était posé par un charpentier de la région, donc c'était une collaboration intéressante. On a des photos maintenant de le bâtiment aussi en fonction. Donc là, c'est par rapport au... Juste à revenir sur la première partie. Donc là, c'était de nouveau une volonté bois suisse. Donc on est à quasiment 94% de bois suisse et 90% de bois valaisan. De nouveau, le trio sapin blanc épicéa mélèze. Par rapport à ces quantités de bois, on est à 90 m3 de bois, dont 84 de bois suisse. 145 m2 de parois à 18 cm avec une isolation périphérique en fibre de bois et un bardage mélèze vertical. On avait 135 m2 de séparation, là c'est pas
bois massifs mais de la séparation, mais c'était quand même du bois suisse. Et 290 mètres carrés de toiture, c'est de la toiture industrielle, mais c'est du bois collé valaisan aussi. Quelques photos, voilà, de l'intérieur. Et donc le sport pavillon à Zermatt, qui est un projet qu'on a réalisé l'année dernière. Ça c'est en fait en soi une rénovation, ils ont rasé la partie supérieure du bâtiment qui commençait à dater et on a refait, il y a eu beaucoup de transformations par rapport aux besoins d'utilisation et on a refait sur un niveau des parois et des dalles. C'est un projet public de la commune de Zermatt qui avait une volonté de construire en bois massif local. Dans ce cas-là, c'est typiquement, comme dit dans la présentation d'avant, le bois a été fourni par la commune. On est à 92% de bois suisse, donc quasiment 95% de bois valaisan. De nouveau sapin blanc épicé à mélèze. Dans ce cas-là, ça représente 123 mètres cubes de bois, dont 114 en bois suisse. On a 290 mètres carrés de dalles de toiture plate. Parce qu'il y a une volonté d'une terrasse en toiture, 175 mètres carrés de parois intérieures et extérieures en bois massif. Pour l'extérieur, on était de nouveau fil de bois avec bardage vertical mélèze. Et pour l'extérieur, justement, c'est donc je parlais des terrasses, on a 300 mètres carrés de terrasse en mélèze. Donc une terrasse au rez-de-chaussée, en L, sur deux côtés du bâtiment. Donc sommier, solive et plancher mélèze valaisan. Et encore une terrasse en toiture sur l'aile ouest. Voilà, 2-3 photos intérieur et extérieur. C'est un bâtiment compact, ils étaient limités en termes de gabarit par le gabarit existant. Voilà. Je passe la parole à Nicolas pour la conclusion. Désolé. Voilà, une série d'exemples. En effet, j'oubliais les exemples externes. Parce que comme expliqué avant, auprès de mon arbre, on est une des entreprises partenaires de ce système constructif, mais on a d'autres fabricants en Suisse et à l'étranger, et on voulait vous montrer d'autres exemples d'autres réalisations qui ont chacun leur spécificité, que ce soit architecturale ou d'utilisation. Donc là, on a des exemples très traditionnels en haut, en Appenzell, plus bas, moderne, mais avec une reprise du traditionnel par Kung. C'est une maison qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a un mélange entre l'utilisation de bois massif et de terre crue. Ils avaient noté du blanchage. Et sur la partie centrale, ils avaient fait un cœur en préfabriqué avec cet énorme fourneau de masse en fait, et du coup la masse était répartie sur toute la hauteur du bâtiment. Ça c'est un projet Kung. Voilà en haut locatif sur plusieurs niveaux. Et en dessous c'est le bureau de Kung, donc toute la partie administrative de Kung qui vient d'être réalisée en bois massif avec des façades très stylisées. Et ensuite de ça, on va dire des locatifs et des bâtiments plus conséquents. Donc en haut un locatif et en bas un EMS. Et je passe la parole à Nicolas. On ne va pas vous embêter encore très longtemps, juste pour une petite conclusion. Donc je n'ai peut-être pas précisé en introduction que je suis un des membres fondateurs de la société Auprès de mon arbre, parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et en conclusion, Auprès de mon arbre est une entreprise multidisciplinaire qui partage ses compétences pour favoriser l'utilisation du bois massif local dans les constructions et pour utiliser le bon matériau au bon endroit. C'est important, comme l'a dit Noé avant, d'intégrer notre système dès la conception d'un projet pour éviter des aberrations constructives et des surcoûts qui engendreraient des surcoûts inutiles, on dira. Et puis construire avec le système, donc tout petit Woods ou bien Auprès de mon arbre, donc on est 6 partenaires en Suisse, on essaye de travailler le plus proche possible des centres de fabrication. Mais construire avec ce système-là, c'est intégrer une matière qui répond aux défis actuels en termes notamment de durabilité, durabilité qui concerne aussi bien l'acteur privé que l'acteur public. Et notre système comprend la notion écologique de la durabilité avec un matériau, une matière première naturelle qui stocke du CO2 et qui nous permet de réduire des transports. Et la notion économique de la durabilité avec des artisans locaux et la notion sociale avec les constructions en bâtiments sains et l'implication de toute la filière bois qui permet aussi au maître d'ouvrage de s'imprégner de sa construction, de s'investir
et de connaître l'histoire en fait, de sa construction de la forêt jusqu'à son bâtiment en gros. Alors voilà, on a terminé, on a un petit moment à disposition pour les questions, et puis aussi si vous avez de l'intérêt et du temps pour venir jusqu'en Valais pour nous voir, on a des portes qui sont toujours ouvertes, vous pouvez voir la production, et puis voilà, merci beaucoup pour votre attention, et c'est tout.